qui est en quelque sorte la Vulgate, ce qu'on trouve régulièrement. Alors je voudrais commencer par la... J'ai été un peu long, je vous demande pardon tous là, mais je vais commencer par la religion. Qui est une énorme question. Si Robespierre a joué un rôle tout à fait particulier, c'est le 6 décembre 1793, lorsque lui, alors là c'est vraiment lui, là il ne suit personne, c'est vraiment lui qui fait voter à la Convention la liberté des cultes. Ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on sait que Robespierre est hostile aux prêtres, mais il est absolument pour la tolérance religieuse. Et quand il fait voter la liberté des cultes, personne ne s'y trompe. Les sans-culottes, 2 jours après, se précipitent à la tribune en disant Jésus-Christ premier des sans-culottes, parce que celui qui serait athée serait suspect, celui qui serait suspect serait contre-révolutionnaire, et celui qui serait contre-révolutionnaire pourrait aller à la guillotine. On est d'accord? Bon. Donc là, ils l'ont compris tout de suite. Bon. Et quand il va décréter effectivement et l'immortalité de l'âme et la fête de l'être suprême, je vous demande pardon, c'est la fête de l'être suprême et de la nature. On oublie toujours ça. Bon. C'est-à-dire que et la fête à Paris rassemble, on ne sait jamais, mais le chiffre qui est donné, c'est 400 000 personnes. Bon. Il y a 700 000 habitants à Paris. Bon, on ne saura pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est une des plus grandes fêtes qui ait jamais été donnée. Bon. Quand il crée cette fête de l'être suprême, qui est un jour de Pentecôte, il est habillé en bleu. Bon, voilà, il ne faut pas l'oublier, parce que ça joue beaucoup. Et pour une partie des gens, et pas seulement à Paris, mais dans l'ensemble de la France, on considère que Robespierre, avec cette fête de l'être suprême, va justement arrêter les exécutions. Alors, est-ce que Robespierre est responsable ou non de la terreur? Bon. Alors moi, je vais vous dire les choses d'une façon brutale. La terreur n'a jamais été mise à l'ordre du jour en France. D'accord? On va commencer par ça. Il n'y a jamais eu de loi, jamais eu de loi qui a instauré la terreur. Jamais, 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 jamais. On trouve la terreur à l'ordre du jour dans des lois qui sont postérieures à la mort de Robespierre. Et quand on regarde dans le détail les débats à la Convention, jusqu'en mars 1794, les députés, sauf un ou deux qu'on connaît, sont absolument hostiles à la terreur. Mais quand je dis hostile, c'est hostile. C'est-à-dire qu'ils disent jamais. La terreur ne peut pas être mise à l'ordre du jour, c'est la justice qui doit être mise à l'ordre du jour. Donc, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas un point de détail. C'est un point essentiel. Je vais vous le dire aussi bêtement les choses. Je vous dis ça aujourd'hui d'une façon un peu nette et affirmative. J'ai écrit ça la première fois en 2006. Ça ne nous rajeunit pas, il y a 10 ans. Bon. J'ai mis plus de 6 ans à oser l'écrire, parce que je ne croyais pas mes yeux. Parce que tout le monde dit la terreur est mise à l'ordre du jour le 5 septembre 1793. Les sans-culottes rentrent à la Convention et à la sortie, il y a la terreur à l'ordre du jour. Tout le monde l'écrit. Je n'ai jamais écrit comme ça. J'ai laissé un jour une petite allusion, et je la regrette, et je sais où, et je ne vous dirai pas. Mais quand on regarde les lois, quand on suit les débats, on se rend compte d'une chose. Les sans-culottes rentrent le 5 septembre 1793 à la Convention en réclamant une armée révolutionnaire. C'est une armée révolutionnaire avec une guillotine et un tribunal. Donc acclamation, discours, etc. Billaud, Varenne et Drouet ont des discours extrêmement à Lyon, dans certaines armées. Régulièrement, il y a des gens qui écrivent « La terreur est mise à l'ordre du jour, dans tel lieu, on l'a mis à l'ordre du jour chez nous, etc. » Donc on est dans une espèce d'ambiguïté, mais avec quand même un fond essentiel et un fond qui mérite vraiment d'être pris en considération. Il n'y a jamais eu de loi instituant la terreur en France. Jamais, jamais, jamais. N'empêche que la terreur a quand même existé. Ben, ça dépend, sauf que personne n'a appelé la terreur, monsieur. Oui, peut-être. Ah non, mais si vous voulez, c'est un problème. C'est que personne n'a appelé la terreur, et qu'on se met à appeler ça la terreur quand Robespierre est mort. Oui. Ah ben non, mais ça joue tout. Mais c'est contre-révolutionnaire.
Pardon? C'était pendant le Directoire, qui est une époque quand même... C'est un mois après. Ouais. Un mois après, on dit, ben voilà, ce qui vient de se dérouler, c'est la terreur. Elle est morte au moment de Robespierre est mort, et ça s'appelle la terreur. Sauf qu'on ne dit pas quand ça commence. Et que c'est pour ça que, si vous prenez dans la corporation des historiens, est-ce que ça commence en septembre 93? Est-ce que ça commence avec les massacres de 92? Et même, il y en a quelques-uns qu'on peut citer, qui disent, c'est le 14 juillet qui crée la terreur. Je vous jure que c'est vrai. La terreur, c'est Guénifé qui l'écrit. Hein. Bon. À partir de juillet 89, on rentre dans la terreur. Bon. Donc on est là dans les interprétations. Moi, j'aime pas les interprétations des historiens. Ça me dérange, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Bon. Moi, ce que je constate, c'est que les conventionnels n'en voulaient pas, et que le moment où Robespierre en parle de la terreur, il en parle notamment en février 1994, pour dire, avec la fameuse phrase, la terreur est la vertu. Bon, cité tout le temps. Mais les mots ont un sens, c'est-à-dire ce qu'il dit très clairement, c'est que la vertu, c'est ce que les bons citoyens doivent faire, et que c'est cette vertu-là qui justifie éventuellement l'emploi de mesures terribles. Et que ces mesures terribles ne doivent jamais être employées sans la vertu. Bon, quand il dit ça, qui est-ce qu'il vise? Il vise précisément les sans-culottes dont vous parliez tout à l'heure. Bon, c'est cela, c'est Fouché, qui vient de revenir de Lyon et qui passe chez Robespierre tout tremblant parce qu'il se doute que Robespierre va l'envoyer à la guillotine. C'est Carrier que Robespierre fait revenir de Nantes, je dis bien fait revenir de Nantes, bon, et qui là aussi est hostile à Robespierre. C'est-à-dire que le refus des mesures terribles, il est clairement dit par Robespierre. Et quand Robespierre parle de système de la terreur, il en parle deux fois dans son discours du 8 Thermidor, donc juste avant qu'il soit mis en accusation, et il dit bien tout le temps que le système de la terreur, c'est le système des despotes. C'est-à-dire qu'il le récuse, comme tout le monde à ce moment-là. Donc, si vous voulez faire de Robespierre l'inspirateur de la terreur, le chef de la terreur, c'est vraiment donner crédit à Talien et à tous ses amis d'août 1794, qui sont en train de transformer tout ce qui s'est passé, et dans lesquels eux ont trempé jusqu'au cou, hein, parce que c'est Talien, c'est Fouché, c'est Barras, etc., qui ont effectivement commis des atrocités à Bordeaux, à Lyon, à Toulon et à Marseille, et qui vont dire, c'est pas nous, c'est Robespierre. Bon, alors je ne défends pas Robespierre en disant ça. Robespierre a accepté ce qui s'était passé en Vendée jusqu'en décembre 93. Robespierre, c'est pas un agneau, c'est pas quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités dans la guerre. Mais dire que Robespierre a créé la terreur, non. Non, je pense pas. Non. Et que même la terreur, il a lutté contre la terreur. Et que même la loi de Prairial, la fameuse grande loi de Prairial, qu'on présente dans les manuels scolaires comme la loi, je cite, de grande terreur. Évidemment, c'est pas Robespierre qui dit ça. Hein. 2 jours après la fête de l'être suprême et de la nature. C'est une loi qui dit le tribunal révolutionnaire est corrigé, il ne